connaissez notre premier intervenant, Maxime Rapace. Alors, vous le connaissez sûrement pas sous ce nom-là, mais peut-être sous le nom de Max Pain. C'est la page Instagram qu'il anime et sur les thématiques de la douleur. Alors, ce soir, il a la lourde tâche d'essayer de définir ce que c'est la sensibilisation centrale et c'est pas facile. Donc, Maxime, on vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Ok. Alors, je partage mon écran. Hop. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Bien. Allez. Donc, bonjour à tous. Bon, déjà, je me présente, hein, Maxime Rapace. Moi, je rentre en dernière année de kinésithérapie. Et pourquoi je me suis intéressé à la douleur d'abord? En fait, j'ai un cursus un peu particulier dans lequel en fait, je suis passerelle. Donc, j'ai été manip radio avant et j'ai fait 1 an de radiothérapie. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des différentes douleurs en fait. Et j'ai voulu m'y intéresser plus spécifiquement pour voir comment je pouvais aider mes patients. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai envie de faire kiné et après, je pourrais utiliser ce que j'ai appris maintenant pour justement aider ces patients un peu plus physiquement. Ensuite, mes conflits d'intérêts, du coup, j'ai ma page Instagram, hein, Max Pain Physio, que j'ai créée en fait parce que j'avais beaucoup d'articles sur mon ordi sur la communication et la douleur et en fait, j'avais tellement d'articles que je les lisais jamais. Et je me suis dit, maintenant, si tu veux te forcer à les lire, il faut faire des résumés. Et du coup, je les ai partagés et ça a plutôt plu. Donc aujourd'hui, je me charge de la sensibilisation centrale et des définitions. Donc j'essaye de faire ça en 10 minutes. Ça va être un petit peu compliqué. Donc vous allez voir, je survole un petit peu les choses, mais on essaye de vraiment bien comprendre certains éléments clés que j'essaie de vous faire passer. Donc dans un premier temps, on va commencer direct dans le sujet, mais on va poser les bases. Donc, je vous ai pris un schéma que j'avais déjà fait. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer un petit peu toute la perception qu'on peut avoir entre l'environnement ou même son propre corps et sa perception. Donc, en fait, je vous ai mis des petites photos de mon chien en fait tout le long de cette présentation pour un petit peu détendre l'atmosphère, un petit peu faire retomber les tensions avec tout ce que je vais vous dire. Donc, ça permet de me détendre moi et vous aussi. Voilà. Donc, pour la nociception, en fait, la définition, c'est que c'est un processus d'encodage d'un stimulus nocif. Mais du coup, on entend souvent la douleur, ça donne une lésion, et les lésions, ça peut donner des douleurs, ou j'ai très mal et c'est donc c'est très grave. Mais on voit bien que ça ne va pas d'un point A à un point B. Avec tout le schéma que vous avez sur la gauche, en fait, vous voyez qu'il y a quand même tout un cheminement qui fait qu'on a quand même une interprétation de tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai barrés. Et donc, tout ça pour venir que la douleur aussi, c'est une perception. On n'a pas mal parce qu'on a une lésion, on a mal parce qu'on a une interprétation que ça puisse faire mal, que c'est un danger pour notre corps, par exemple. La douleur, selon l'IASP, elle peut être nociceptive, neuropathique et nociplastique. Et je voulais ajouter, on va en parler un peu plus tard, mais que la sensibilisation centrale, elle n'exclut pas un type de douleur spécifique. Donc, on peut avoir une sensibilité centrale et une douleur nociceptive, et une douleur neuropathique et une douleur nociplastique. Donc, on va faire un peu d'histoire. Donc, avec l'IASP qui donne sa définition, donc en 2008. Donc, on voit bien qu'elle dit qu'il y a une réactivité accrue des neurones nociceptifs, donc une espèce de sensibilité, mais ce n'est pas vraiment dit comme ça, du système nerveux central. Donc, on peut difficilement voir à quoi ils font référence. Ça peut être le cerveau, la moelle épinière, les seconds neurones. On ne sait pas trop, mais bon, c'est un peu vague. Et le rapport inférent normal ou inférieur au seuil, on voit qu'ils essayent de parler un peu de sensibilité, mais pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils entendent par neurone nociceptif? Donc, un neurone central ou périphérique, bon, on parlera plutôt de neurone central ici, du système nerveux somatosensoriel, donc tout ce qui fait appel au sens a priori, et qui est capable d'encoder des stimuli nocifs. Et c'est le mot nocif là qu'on va un petit peu débattre ensuite par les autres définitions.
En fait, du côté des chercheurs, donc il y a Smart et Wolf, qui, après certaines recherches et certaines expériences, donnent une définition un petit peu différente de celle de l'IASP, et ils sont assez d'accord entre eux. On voit qu'ils parlent d'une amplification de signal neurologique. On voit qu'on ne parle plus vraiment de stimulus, mais plus d'une information. Système nerveux central, ça reste. Et on parle vraiment d'hypersensibilisation, donc vraiment la sensibilisation des synapses, etc., plus biologique en fait. Et on va voir un petit peu maintenant comment on fait une définition en fait. Parce que si elle est trop large, notre définition, il y a trop de possibilités, on a un précis pour des recherches et des études, mais si on est trop précis, eh bien, ça va être trop spécifique, on ne va pas pouvoir inclure grand-chose, est-ce qu'on aura vraiment des résultats? Est-ce que c'est intéressant? On ne sait pas. Il faut vraiment qu'il y ait une balance entre les deux, et c'est ça qui est difficile. Et maintenant, on va rentrer dedans. Donc, si on voulait faire une définition très simple, en fait, on prendrait juste les termes qui sont utilisés, c'est-à-dire sensibilisation et centrale. Donc, dans la sensibilisation, donc on parle d'un processus d'apprentissage non associatif et qui parle un peu dans l'amplification progressive des stimuli, pardon. Donc, c'est-à-dire, si on me touche la main 400 fois ici, au bout d'un moment, je vais commencer à le sentir de plus en plus. Et on parle de centrale, donc ça fait référence au système nerveux central, mais le problème, c'est que c'est peu localisé, comme on disait tout à l'heure. De quoi on parle exactement? Est-ce qu'il faut être plus précis? On ne sait pas trop. Donc, est-ce qu'on doit faire une fusion de ces définitions? Est-ce que c'est trop large? Est-ce que finalement, c'est les mots qui sont bien ou mal choisis? Donc voilà, on patauge un peu. Hop, je vous laisse un petit peu sur l'image et on est parti. Donc ça va être la diapositive la plus importante et c'est les notions que j'ai bien envie que vous reteniez ce soir. Donc, on va partir sur la première. Donc, c'est que la sensibilité périphérique, elle est locale et la sensibilité centrale, elle peut se diffuser. Donc, elle ne se diffuse pas tout le temps, mais elle peut. Elle peut du même côté que le stimulus, mais elle peut aussi du côté contralatéral. Ça arrive. La nociception, ce n'est pas la douleur. Comme on a vu tout à l'heure, il y a tout un cheminement qui se fait, toute une interprétation. Par exemple, si on a une nociception, c'est-à-dire qu'on reçoit une information, il va y avoir des systèmes d'inhibition, des systèmes de facilitation des fois, donc ça va amplifier le signal. Donc ça, c'est un petit peu le rôle des interneurones, on ne va pas rentrer dans les détails. Et les facteurs biopsychosociaux. Vous savez bien que si vous faites courir, si vous faites poursuivre par un lion et que vous vous coupez un petit peu le pied, vous n'allez pas vraiment sentir la douleur. La sensibilisation centrale, c'est un processus qui est physiologique, c'est un continuum. On ne peut pas dire cette personne-là n'aura pas de sensibilité centrale. C'est en tout à chacun, on a tous une sensibilisation centrale à certains moments, et ça pourrait devenir pathologique dans le sens où si ça perdure dans le temps, si par exemple ça se déplace, et si on sent quelque chose d'anormal. La sensibilité centrale, ce n'est pas la douleur, comme on a vu tout à l'heure, c'est juste une augmentation des perceptions. Par exemple, on peut ressentir plus le chaud, ressentir plus le froid, ressentir plus les sons, ressentir plus, peu importe, des touchés. Et la cause et la solution sont la plasticité de notre corps. On voit qu'il y a quand même un mécanisme biologique qui est bien étudié. Et donc, si c'est notre corps qui le crée, elle peut aussi la résorber. Donc, c'est quand même réversible. Et ça c'est intéressant pour le traitement. Et je pense que Thomas nous en parlera plus tout à l'heure. Un stimulus nocif, ce n'est pas nécessaire pour produire de la douleur. Donc ça, c'est, comme je vous ai dit au tout départ, c'est une interprétation de notre cerveau. On peut nous toucher et ça va nous faire mal. On peut rien nous faire du tout, ça va nous faire mal. Donc, ce n'est pas forcément nocif. Il y a des facteurs mécaniques, mais aussi cognitivo-émotionnels. Et c'est là qu'on rentre un petit peu dans la chose un petit peu plus complexe. On va pas détailler ce schéma. Il est là juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs choses qui peuvent influencer la sensibilisation centrale et ses mécanismes. Mais voilà, c'est non exhaustif, il peut y en avoir d'autres. Moi, j'ai pris celle de Yunus. Ah oui, et je vous ai juste mis une petite affiche en haut à gauche avec tous les trucs clés. Comme ça, si vous avez des petits doutes pendant la fin, vous avez tout qui défile. On va retourner aux définitions maintenant.
Et donc Wolf, il s'est un petit peu ravisé sur ce qu'il avait dit en 2014, parce que ça n'expliquait pas tout ce qu'il disait. Et maintenant, il dit que la sensibilisation centrale, elle fait référence à des seuils de douleur réduits, à des stimuli non nocifs et une douleur accrue évoquée par des stimuli nocifs dans les tissus non touchés par la sensibilisation périphérique. En fait, il dit que n'importe quel stimulus qui provoque justement certains symptômes et qui ne sont pas de la sensibilisation périphérique, eh ben, ça sera de la sensibilisation centrale. Donc, on voit qu'il inclut des caractéristiques biopsychosociales et les stimuli non nocifs à sa définition. Et c'est ça qui est très, très intéressant et qui change un peu tout. Et donc, du coup, en 2019, Denbauer et collaborateurs, du coup, ils ont fait une revue des différentes définitions et des mécanismes et des mesures. Donc, ils ont pris une soixantaine de revues et ils ont essayé de chercher qu'est-ce qui est plus redondant chez les différents chercheurs. Donc là, on arrive à la fin. Je vous ai mis une petite photo pour détendre un peu. Ça a bientôt fini, promis. Mais là, on arrive encore sur quelque chose de très intéressant. Du coup, le thème principal qui est relevé, c'est l'hypersensibilité. Donc, on voit que chez tous, ce n'est pas forcément de l'hyperalgésie, il faut faire bien la différence. C'est l'hypersensibilité, c'est-à-dire que ça peut être juste sensible à la chaleur, comme je vous ai dit, au froid, ça peut être à la douleur aussi, hein, mais ce n'est pas que la douleur. L'emplacement du problème, donc là, ils ont mis plusieurs éléments du système nerveux central. Bon, est-ce que c'est pas le sujet aujourd'hui, on va pas aller dans les détails. La nature de l'apport sensoriel, donc on voit qu'on parle bien de stimuli nocifs et non nocifs, et de neurones hyperexcitables, donc ça c'est très très intéressant. On voit qu'il peut y avoir une réduction de l'inhibition, donc à cause de la sensibilisation cognitive-émotionnelle, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas que mécanique, c'est pas que biologique, mais c'est aussi tout ce qui est autour. Et les signes cliniques les plus retrouvés sont l'hyperalgésie, l'allodynie et la sommation temporelle. Donc l'hyperalgésie, c'est le fait d'avoir plus mal sur des zones qui sont pas censées, on n'est pas censé avoir mal. L'allodynie, c'est un stimulus non douloureux au départ qui devient douloureux. Et la sommation temporelle, c'est le fait d'aller plusieurs fois à un endroit et d'avoir de la douleur au fur et à mesure. Donc qu'est-ce que ça implique? Ben, ça permet de définir quelques maladies qui peuvent être mieux comprises, du coup, de par leur mécanisme particulier et complexe. Je pense à la fibromyalgie, par exemple. Et ça pourrait donner aussi des études qui puissent être comparables. Parce que le problème, c'est qu'en ce moment, vu que la définition n'est pas très stable et que chacun l'interprète à sa façon, c'est que les inclusions sont différentes, donc on ne peut pas vraiment comparer les études les unes aux autres. Et maintenant, eh ben, il va falloir rester critique sur la définition qu'on voit, parce que chaque auteur a sa définition, et ça, c'est embêtant. C'est une définition très récente, donc il va forcément être soumise à des modifications, des personnalisations, etc. Et les études doivent être menées pour éclaircir justement les mécanismes, pour trouver cette définition et les facteurs favorisants pour établir vraiment un consensus entre tout le monde. Voilà. Donc, j'espère que vous avez à peu près compris avec les petits post-it qui défilent juste en haut. Voilà, ça sera tout pour moi. Puis, merci à tous.